public à Montréal. J'ai toujours dit que le STM est un des meilleurs transporteurs en Amérique du Nord et avec l'appui qu'on aurait dans les années qui viennent de le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la volonté du Conseil d'agglomération de encore augmenter l'investissement en transport en commun, je suis convaincu que ce mandat à la STM va être vraiment un grand plaisir et va donner une grande valeur aux citoyens. Merci. Merci, M. Rotran. Je vous présente maintenant M. Georges Bourrel, qui est maire de la ville de Beaconsfield et qui se joint à nous. Oui, bonsoir, je suis le maire de Beaconsfield dans mon deuxième mandat. Et évidemment, je suis très intéressé dans le transport. C'est dans une autre vie auparavant. J'étais très proche du transport urbain et interurbain. C'est mon deuxième mandat comme maire de Beaconsfield. J'ai aussi participé dans mon premier mandat comme vice-président de la Commission des finances et administration et membre du comité, de la commission aussi sur le schéma d'aménagement. Et dans mon deuxième mandat, j'ai été nommé par l'Association des maires de banlieue pour les représenter sur le conseil d'administration de la STM. Merci. Bienvenue à bord, M. Bourrel. Je vous présente maintenant la nouvelle représentante des clients du transport adapté, Mme Laurence Parent. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, c'est mon premier CA ce soir. Je suis vraiment fière d'être ici. J'ai eu beaucoup d'expérience à titre de participante dans cette salle-là, sur le terrain. J'utilise le transport en commun de la STM depuis 2002, depuis que je suis déménagée à Montréal. Donc, j'utilise le réseau régulier de plus en plus. En fait, presque tout le temps, le métro, l'autobus, également une usagère du transport adapté. Donc, me voilà, puis j'ai vraiment hâte de travailler avec mes collègues ici et également avec vous dans la salle. Merci. On est très heureux de vous accueillir. Madame Marie Plourde, qui sera à nouveau avec nous. Bonsoir Marie, conseillère du plateau Mont-Royal. Oui, bonsoir. Alors, je suis conseillère dans le district du Myland et je suis vraiment très heureuse de me retrouver avec vous pour un autre mandat. Un mandat sous le signe de la mobilité tous azimuts. Pour nous, bien sûr, le transport en commun, mais la mobilité est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, on va poursuivre dans cet esprit-là. Et ben voilà, je travaille également à titre de présidente de la commission des transports. Alors, ça va être vraiment au cœur de mes préoccupations pour les 4 prochaines années. Merci. Merci, Marie. Je vous présente maintenant le nouveau vice-président du conseil d'administration, M. Craig Sauvé, qui est également conseiller de l'arrondissement sud-ouest. M. Sauvé. Bonsoir tout le monde. Donc, Craig Sauvé, je suis conseiller municipal dans le district de Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown. Je suis une fervent croyant dans la STM. Je pense qu'on va avoir un très bon mandat. Je suis d'accord avec M. Rotran. Un vent de renouveau s'est soufflé sur Montréal. On a une mairesse de la mobilité, puis on a des gens dévoués autour de la table ici pour améliorer la qualité de service, d'amener plus de mobilité pour tout le monde à Montréal. Je pense que vraiment, on va pouvoir travailler très bien ce mandat-là. Donc, je suis très heureux de travailler avec vous et pour vous. Et donc, j'ai hâte de vraiment débuter la première séance. Merci, M. Sauvé. Maintenant, Mme Claudia Lacroix-Perron, qui est toujours parmi nous, qui représente les clients du transport collectif de moins de 35 ans. Alors, je ne vous dirai pas son âge, mais elle est toujours éligible pour siéger au conseil à ce titre-là. Alors, Claudia? Oui, donc je suis CPA, CA de formation et fière usagère du transport collectif. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai ma cam et me transporte qu'à pied et en métro et en autobus. Et j'habite le quartier Villeray à Montréal. Bien heureuse d'être de retour parmi vous. Bien heureuse que vous y soyez encore. Je vous présente maintenant une nouvelle membre, Mme Valérie Patreau, qui est conseillère dans l'arrondissement Outremont. Oui, donc bonjour tout le monde. Je suis nouvellement élue comme conseillère d'arrondissement dans Outremont. Je suis diplômée en ingénierie, en aéronautique, mais depuis plusieurs années, je suis redescendue un peu plus au niveau sur terre pour travailler plus dans le secteur de l'innovation durable. Et le transport, c'est un des dossiers sur lesquels j'ai une expérience en développement durable que je souhaite apporter au sein du conseil d'administration. Et puis, donc, je suis aussi membre avec Marie de la commission sur le transport au niveau de la municipalité de Montréal. Et du coup, c'est des dossiers sur lesquels je suis très contente de pouvoir travailler avec l'équipe
l'équipe du conseil d'administration ici présente. Merci, Mme Patro. Je vous présente maintenant Mme Marie-André Mauger, qui est conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement de Verdun. Bonsoir à tous. Donc, j'ai été élue pour un deuxième mandat dans le district de Desmarchais Crawford à Verdun. Je suis conseillère d'arrondissement. J'ai eu l'occasion, dans mon premier mandat, de siéger sur la commission de l'inspecteur général. Donc, j'ai pu acquérir une certaine expérience pour ce qui est de la gouvernance. Et pour un deuxième mandat, j'aurai la chance de continuer. Et je vais aussi siéger aux côtés de Marie Plourde et Valérie Patro sur la commission des transports et des travaux publics. Donc, pour moi aussi, ça va être un mandat sous le signe de la mobilité. Merci. Et au bout de la table, M. Francesco Miele, conseiller dans l'arrondissement Saint-Laurent, qui est à nouveau parmi nous. Merci, M. le Président. Alors, en effet, il me fait plaisir de revenir sur le CA. Je suis élu à Saint-Laurent cette fois pour un troisième mandat. Donc, depuis 2010, j'ai la chance et l'opportunité de siéger au CA de la STM depuis avril 2011. On est arrivé en même temps avec ma collègue Claudia Lacroix-Perron. Je tiens à saluer évidemment l'ouverture de la mairesse de Montréal qui a renouvelé avec l'ouverture sur le CA et d'avoir des membres de l'opposition, tradition qui depuis 2012 existe, et donc 2012-2013 maintenant. Je suis très fier de pouvoir collaborer avec les nouveaux membres. Je tiens à féliciter également tous ceux qui ont été nouvellement nommés sur le CA depuis jeudi dernier. Je tiens également à dire que en cette première journée de rencontre préparatoire qu'on a eue, les interventions que j'ai entendues de mes collègues me donnent beaucoup non seulement d'espoir, mais surtout je suis très fier de pouvoir collaborer avec vous parce que je suis surtout persuadé que le CA saura mener à bon port la STM, évidemment avec la vision de la nouvelle administration. Alors, félicitations à vous tous. Merci, M. Millet. Effectivement, je suis très fier de présider ce conseil où on a un équilibre entre les gens d'expérience qui connaissent la STM depuis plusieurs années, les nouveaux visages qui arrivent avec de nouvelles façons de voir les choses, des questions qui parfois nous forcent à réfléchir, à aller plus loin dans la réflexion sur certains enjeux. Alors, je pense qu'on aura du travail à faire ensemble et beaucoup de grands enjeux qui nous attendent et on est très fiers d'être là en ce moment pour pouvoir les affronter et venir graduellement au cours des prochaines années, des prochains mois, vous expliquer comment on mettra en œuvre ces grandes stratégies de développement de la mobilité à Montréal. Un mot, M. Tremblay. En fait, merci de me donner l'opportunité. Contrairement à ce que je fais à l'habitude, où je passe un peu comme vous l'avez mentionné, où on prend un peu de temps pour parler de ce qui s'est passé dans le dernier mois par rapport à nos clients. Je serai bref et tout simplement, je mentionnerai que, évidemment, au nom du comité de direction et à mon nom personnel, on est très heureux d'avoir la composition du conseil. On leur souhaite la bienvenue, tant aux nouveaux qu'aux gens qui sont de nouveau avec nous. Et évidemment, on leur offre tout notre support pour être en mesure, évidemment, de livrer notre plan stratégique qui, on le sait, vise l'excellence en mobilité et en expérience client. Alors, voilà. Merci, M. Tremblay. Alors là-dessus, on va passer à la période des questions. J'appelle M. Jean Duval. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais dire à tout le monde que je suis bien heureux d'assister à ce conseil ce soir. J'en ai appris l'existence après avoir été posé une question à la Ville de Montréal. Certains d'entre vous m'ont probablement reconnu, puis c'est en rapport avec cette question-là que je viens vous la poser à vous, qui êtes les principaux intéressés. Je suis usager du métro depuis plus de 50 ans déjà. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu construire, ce métro-là. Et puis, ce que je vous amène comme observation va peut-être en surprendre plusieurs ce soir. Moi, j'en ai été le premier quand j'ai vécu l'expérience, puis je n'aimerais pas que d'autres le vivent, puis que ceux qui vont le vivre s'exposent à une amende de 150 $ avec les frais. Et je vais expliquer ce qui est arrivé. Il y a quelques mois, cet été, j'ai décidé d'aller au centre-ville. Quand j'y passe plusieurs heures,
je prends le métro qui est tout près de chez moi, je stationne mon auto, puis je fais le trajet en métro, au lieu de m'y rendre en automobile. Et à la station Berry, où est-ce que je m'approchais du lieu de rencontre, c'était l'heure du dîner, j'avais faim, puis je me suis dit, je vais sûrement trouver un restaurant. Et juste quand je suis venu pour sortir, j'ai vu que le métro de Montréal, à Berry-UQAM, offrait une aire de restauration, où on retrouve des restaurants où on est attablé, où on y retrouve le restaurant Vanout, que je connais depuis plusieurs années, puis j'étais un client. Je l'étais, du moins. Et puis, pour ce qui est du métro. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé, je me suis dit, tiens, je vais aller manger. Et puis, ça sera fait, puis j'ai tellement faim, puis c'est bon, Vanout. Alors, je m'attable, je prends un repas complet, je suis rassasié, je mange à ma faim, j'ai bien bu. Et là, il me vient soudain l'envie d'aller aux toilettes comme tout le monde fait dans les restaurants. À ma grande surprise, lorsque je suis venu pour quitter, parce que l'envie m'est arrivée, j'ai demandé où sont les toilettes. Et la dame qui m'a répondu m'a dit, « Monsieur, il n'y a pas de toilettes ici. » Je suis bouffé de rire. Je dis, « Il n'y a pas de toilettes dans les restaurants. » Voyons là. Elle dit, « Non, il faut que vous sortiez du métro. Vous longez le corridor à peu près 1500 pieds, 2000 pieds, puis vous allez à l'Université du Québec, vous longez le corridor, vous faites à gauche, à droite, puis vous allez trouver finalement une toilette. » J'y arrive. Alors, écoutez, Monsieur le Président, je m'attendais pas à ça. Alors, j'étais comme ça, là, puis je dis, il n'y a pas de toilette. J'ai sorti du resto, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai longé le mur, j'étais pour exploser. Je me suis soulagé sur le mur du métro de Montréal. Alors, j'ai souillé, contre mon gré, le métro de Montréal. Écoutez, c'est pas dans mes habitudes. C'est certainement pas une chose à faire à ce moment-là. Non, mais je reconnais que vous avez raison, il n'y a pas de toilette dans le métro. Quand ça a été construit à l'origine, le choix a été fait pour que il n'y a pas de toilette. Si le choix avait été différent à l'origine, il y en aurait aujourd'hui. Mais quand on fait des rénovations, il n'y a tout simplement pas les infrastructures pour en rajouter. On l'a fait néanmoins à la station Snowden. J'ai entendu dire, oui. Mais je vais laisser aussi M. Michel Lafrance peut-être apporter certaines précisions. Michel Lafrance est directeur exécutif expérience client et affaires commerciales. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Contrairement à ce que vous venez d'affirmer, il y a des toilettes. C'est une loi. Par la loi, les restaurants sont obligés d'avoir une toilette, sauf qu'il faut demander la clé au propriétaire. À ce que je vois, l'information n'a pas été transmise comme il faut. On a 2 aires de restauration, une à la station Berry et une à McGill. Et il faut demander la clé. C'est le propriétaire qui a la clé. On va voir à faire de la communication. Je regrette, cette information-là n'est pas complète parce que les clients, je viens de poser la question à un autre qui est sorti de ce restaurant-là ultérieurement, et il n'y a pas de toilette. J'en conviens avec vous. Là, alors, mes employés m'ont dit, même nous, on ne peut pas. Alors, je ne comprends mal comme vous dites qu'il n'y a pas de toilette au métro parce que tous les syndiqués qui y travaillent, parce qu'à 25 il y en a pour les employés, mais c'est dans les zones contrôlées, dans les zones où les employés ont accès. Là, si vous me donnez 2 secondes, mon cher monsieur, l'information, j'en conviens avec vous, elle est probablement mal les gens sont mal informés des commerces. Je vais y voir demain, ça, c'est pas un problème, mais par la loi, le Code du bâtiment, on est obligé dans des restaurants d'accommoder les clients avec une toilette. C'est pour ça que je suis allé à la Ville de Montréal. Il s'agit donc d'une simple question d'information. On va s'assurer que les messages soient passés. Je vous remercie. À défaut de corriger immédiatement, ou s'il y a un problème de plomberie, est-ce qu'on peut installer des toilettes chimiques pour que les gens puissent se soulager? Mais là, c'est pas une question de problème. Semble-t-il qu'il y a des actes, que c'est possible. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. On dit qu'il y en a. Moi, alors, comme il y a beaucoup d'élus ici de la Ville de Montréal, je sais que M. Limoges, qui est le vice-président du comité exécutif, j'ai posé la question, je vous demanderais de lui transmettre l'information pour que les usagers du métro ne soient pas à risque d'avoir des amendes, puis en même temps, c'est une décence même en 2017. Bon, moi, je veux m'assurer là, que la communication se fait bien, à savoir qu'on dit bien aux clients comment avoir accès à la clé. Puis s'il n'y en a pas, qu'on mette des toilettes chimiques, puis qu'on en bâtisse, qu'on fasse ça vite. Bon, merci. Je vous remercie. J'ai juste eu à uriner, j'ai pas fait le va-vite. Alors, M. Henri Desbiol.
bonsoir. Bien heureux de vous revoir et puis bienvenue à tous Merci. ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Je suis membre du CA, du regroupement des usagers du transport adapté. J'ai été mandaté et à tour de rôle, on viendra pouvoir vous poser des questions en ce qui concerne les certains problèmes que nous rencontrons. Ce soir, j'ai une question à vous poser. J'aimerais éclaircir une chose. Les planchers avant, c'est fantastique, mais il commence à y avoir des problèmes pour que la rampe se déploie. Et moi, ce qu'on m'avait dit au début, quand on a eu ces planchers avant, on a dit, vous voyez, si c'est bloqué, le chauffeur il y a une petite languette, peut tirer sur la languette et déplier la rampe. Seulement, ce qu'on me dit, c'est arrivé, on me dit non, on n'a pas le droit parce que les syndicats nous interdisent de déployer cette rampe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pouvoir faire une chose, je ne veux pas avoir un crochet, sans que ces gens, je comprends qu'ils ne veulent pas se blesser, et qu'ils puissent... Parce que quand il fait froid et s'ils nous renvoient dehors, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Alors, je pense qu'il faudrait penser... Cette question-là a été soulevée à plusieurs reprises et qu'on a demandé par ailleurs, c'est de s'assurer que la rampe pouvait être déployée avant le service de façon régulière pour s'assurer qu'il n'y avait rien qui venait empêcher la rampe de se déployer. L'hiver, ça peut arriver qu'il y a des petites roches qui se prennent dans le mécanisme, donc on a demandé qu'elle soit déployée plus souvent au centre de transport de manière à ce que quand on veut la déployer en service, elle se déploie. C'est la solution qui a été trouvée. Autrement, il y a un mécanisme qui fait que s'il y a un problème, il y a un chef d'opération qui est appelé et qui vient s'assurer qu'on trouve une solution pour les clients qui sont pris, qui ne peuvent pas monter. Je suis bien d'accord, mais le temps que le chef d'opération arrive, quand il fait moins 35 et puis vous êtes au vent, là, je trouve que... Moi, ça m'est arrivé à des chauffeurs, il n'y a pas eu de problème, ils ont tiré sur Mont-Royal, il a ouvert la rampe, je suis rentré sans problème. Alors ça, c'est une chose, mais qu'on me dise que c'est les syndicats qui ne veulent pas... Alors je sais pas si c'est un problème de CSST, quelque chose, j'aimerais que ça, il faudrait une fois que ça soit bien éclairci. Au moins, il fonctionne. Puis vos foutus autobus 22 000 jusqu'aux 26 000, là, quand est-ce que vous allez... Vous avez carrément les vissés parce que ça fonctionne plus, ça. Ben, ceux-là, vous savez qu'on s'en départit départit au bout de 16 ans. Pour les autres usagers, je le comprends tout à fait. Qu'on s'en départit au bout de 16 ans, puis qu'on renouvelle la flotte. Donc, tous les nouveaux bus ont des rampes avant avec ce mécanisme-là où on veut que la rampe soit déployée régulièrement afin de s'assurer qu'elle soit fonctionnelle quand on en a besoin. Et glisser un autobus plancher avant au milieu de tous ces autobus qui ne fonctionnent pas. Mais il y en aura de moins en moins des rampes arrière, là, alors soyez rassurés, c'est ça, c'est ce qui est planifié. En tout cas, je suis toujours un utilisateur, je suis bien heureux de l'utiliser. Je suis allé en Europe et puis je suis bien heureux d'avoir un transport adapté comme à Montréal et le transport régulier également. Alors félicitations puis continuez à nous servir. Merci pour ces commentaires. Merci bien, bonsoir. Laurence, je te salue, bien heureux de t'avoir. C'est une amie, alors je suis bien heureux. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Monsieur Robert Roussel. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Membre du Conseil, bonsoir. Je voudrais savoir, c'est parce que moi, j'ai fait du bénévolat durant l'été avec le 375e. On est tout ravis, on a eu une belle fête. En même temps, j'ai fait du bénévolat pour Juste pour rire. J'ai fait 67h30. Par contre, je voudrais savoir, c'est parce qu'on a fourni des billets d'autobus pour le 375e. Mais quand il y a d'autres événements, comme Juste pour rire, comme je vous ai mentionné, j'ai fait le championnat mondial de gymnastique comme bénévole aussi. Pourquoi qu'on ne fournit pas des billets d'autobus aux bénévoles? J'ai pas la réponse précise, mais d'instinct, je dirais que c'est parce qu'on avait un partenariat avec le 375e, qui nous donnait de la visibilité également. On ne peut pas juste distribuer des titres comme ça. Il doit y avoir un échange de visibilité. Et c'est peut-être pas le cas, c'est vraisemblablement pas le cas avec les autres événements. Donc, c'est ça qui explique. Quand il y a un partenariat, là, il y a une distribution. Il peut y avoir une distribution de... Si on prend l'exemple du championnat mondial de gymnastique, ils voulaient mobiliser les athlètes à prendre le transport en commun. Moi, j'ai déjà demeuré à Québec dans le passé. Il y a déjà eu des événements internationaux, puis il y a déjà eu des passes pour les athlètes. Mais pourquoi ils ne feront pas ça pour les athlètes et pour les ça dépend des ententes de partenariat qu'il y a. Puis je vous dirais aussi que maintenant, la STM doit
obtenir l'autorisation de l'autorité régionale des transports avant de faire ce genre de choses-là. Donc, la STM peut prendre des décisions, peut le suggérer, mais c'est un autre organisme là, qui prend la décision, savoir s'il y a de la gratuité dans des événements comme ça. La façon de le faire pour nous facilement, c'est d'avoir un partenariat. Donc, ça veut dire qu'il y a un échange de visibilité. Donc, on est gagnant parce que l'image de la STM... Ça crée beaucoup de bénévoles aussi. Juste pour rire, comme je dis, j'ai fait 67 heures et demie, mais il y en a d'autres qui en ont fait plusieurs heures aussi. C'est le mécanisme que je vous explique. Il faudrait que les festivals comme ça et des ententes deviennent des partenaires de la STM. Mais y a-t-il un moyen d'avoir une entente avec ces partenaires-là? Là, je veux demander à Michel Lafrance à nouveau, c'est sa soirée de nous... Ça dépend des partenariats. Si on prend le marathon, eux, ils achètent les billets pour les bénévoles, donc ils paient les titres. Nous, on ne peut pas donner de titres. Et avec la nouvelle autorité, maintenant, c'est plus nous qui contrôlons. Il faut demander l'autorisation à l'autorité pour faire des partenariats. Donc, parce que ce serait intéressant, parce que ça mobilise beaucoup de bénévoles tout aussi. Fait. J'avais une autre question. Vous avez une autre question? Oui, j'avais demandé, mais là, j'ai eu un peu ma réponse. Je voulais savoir s'il y aura une augmentation en janvier. Il n'y aura pas d'augmentation en janvier. Non. Non. Il n'y aura pas d'augmentation cette année en janvier. Ça va être révisé au cours de l'année. Pour janvier, il n'y en aura pas. D'accord. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Monsieur Lucien Landry. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Comme d'habitude, je suis un peu habitué pour les nouveaux, mais je tiens à vous remercier du cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire de naissance. Votre nomination à nouveau pour 4 ans. Mais je tiens à vous féliciter, puis on vous applaudit de tout cœur. C'est bien gentil. Et aussi, féliciter aussi les nouveaux membres, puis les membres qui étaient présents. Je représente les aînés, la coalition des aînés du Centre-Sud, puis aussi de plusieurs autres organismes bien impliqués. Mais il y a un nouvel organisme avec qui on s'est associé, c'est l'Institut de recherche socio-économique. Et je voudrais vous déposer officiellement, Monsieur le Président, peut-être vous l'avez reçu, mais je vous en remets une copie officiellement, d'une recherche qui a été faite par ce groupe-là de l'IRIS. Merci. J'en ai remis une copie à la personne à l'accueil pour qu'elle puisse le distribuer aux membres du Conseil. C'est une recherche sur la possibilité de gratuité dans le transport en commun, qui a un facteur socio-économique, qui a un facteur d'environnement, et ainsi de suite. Je ne veux pas lire le mémoire. Mais ce qui est clair, on a l'intention aussi de le propager à différents niveaux, des conseils d'arrondissement, l'hôtel de ville, puis de sensibiliser. En arrière de tout ça, c'est de demander au gouvernement à différents niveaux de paliers de ce qu'on appelle d'investir davantage sur le transport en commun. On est sûr de rejoindre vos objectifs à cet égard-là et le désir de la population. Ma deuxième question, c'est déjà posée, déjà dans le passé, c'est par rapport aux arrêts entre les intersections des arrêts d'autobus pour les personnes âgées. On sait, dans le centre-ville, il y a beaucoup d'hébergements pour soins de longue durée ou des HLM ou des différents. Et au nom des aînés, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une politique claire? Parce que c'est pas clair dans certains niveaux donnés, surtout dans le centre-ville, Ville-Marie. Je veux pas dédaigner les autres régions, mais je sais qu'il y a beaucoup de regroupements d'institutions de personnes âgées dans le centre-sud de Montréal. Et on souhaiterait qu'il y ait une politique claire à cet égard-là. Est-ce que ça pourrait exister, oui ou non, Monsieur le Président? Pour ce qui est de votre... Je vais aussi parler de la deuxième, des arrêts, entre deux arrêts, si vous voulez. Écoutez, ça se fait dans certains contextes pour les femmes après certaines heures. On va revoir tout le réseau de bus. On a dit dans le plan stratégique qu'on allait tout revoir le réseau de bus. Peut-être que c'est quelque chose que le comité service à la clientèle pourrait examiner. À voir si c'est quelque chose qui serait réaliste, est-ce qu'il y a des endroits où ce serait faisable. Je ne peux pas vous en dire plus. Là. Je ne peux pas vous dire oui aujourd'hui, mais il faudrait voir dans quelle mesure ce serait
quelque chose qu'on pourrait appliquer, puisque ça se fait déjà dans certains contextes, mais il faut que ce soit bien encadré, sinon il faut que ce soit sécuritaire. Hein. Quand on descend, il faut qu'on puisse descendre à un endroit où on ne met pas la vie, la sécurité de la personne en jeu. Donc, il faut faire attention dans ce genre de choses-là. Pour ce qui est de votre première réponse, si vous avez suivi la question, si vous avez suivi la campagne électorale, vous avez entendu parler beaucoup de tarification sociale. C'est un élément qui a été soulevé pendant la campagne et qui devrait être une décision qui devrait être prise, en tout cas un dossier qui devrait être examiné par la nouvelle autorité régionale. On a dit tout à l'heure que c'était maintenant la RTM qui s'occupait de la perception des revenus du transport collectif dans la grande région. La RTM a déjà une réflexion en cours sur la tarification, sur la simplification de la tarification. Et c'est des enjeux comme ça relèvera maintenant de cet organisme-là. Alors, si vous avez des gens à sensibiliser à cette cause-là, c'est de ce côté-là que vous devriez aller pour transmettre les documents, de manière à être certain que votre point de vue pourra être pris en considération par la nouvelle autorité quand elle prendra le temps de réfléchir à ces questions-là de tarification. Parfait. C'est juste pour dire aussi, nous vous disons à nouveau, clairement, comme organisme qui rassemble plusieurs groupes d'aînés, demandez pas ce que vous pouvez faire, mais comment ensemble on puisse travailler pour le bien-être de ces personnes âgées. Message reçu. Merci. Monsieur Claude Prévost. Bonsoir. Bonsoir, nouveau CA. Félicitations. Bonsoir. Merci. Ma question s'adresse à M. Mario Gagnon, du transport adapté. Moi, Oui. M. Gagnon. M. Gagnon. Moi, ma question, il y a un chauffeur de taxi van adapté qui m'a dit il y a beaucoup d'usagers, d'usagères qui ne comprennent pas la plage d'une demi-heure. Moi, ma question, ça serait-il possible, autant pour les nouveaux usagers, usagères, est-ce qu'il y aurait une façon de simplifier pour que les gens au transport adapté comprennent mieux l'horaire de la plage d'une demi-heure? Et ma deuxième question, je la pose en même temps. Quand on charge notre carte à puce, j'ai remarqué que ça s'affichait 24 heures après. Est-ce que dans un avenir approché, quand on va pouvoir charger notre carte à puce, est-ce que ça va pouvoir se faire autour? Je dis réellement, mais mettons, notre carte à puce, elle charge, puis là, le système le sait que tu veux. Vous la chargez où? Hein? Vous la chargez comment? Non, mais mettons, quand je m'envoie à Pharmaprix, tu sais, ça peut être à Pharmaprix, comme ça peut être avec le... Ouais, normalement, on met le titre sur votre carte, c'est automatique, là, je comprends. Non. Ah, OK. Ah, ben, M. Gagnon va nous... M. Mariano va vous l'expliquer. M. Gagnon, alors pourquoi ça prend 24 heures avant d'être chargé? Oui, moi, ça marche en tout cas. Oui, OK. Bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Première question concernant la plage. Vous avez tout à fait raison d'affirmer que l'offre de service au transport adapté est assez compliquée à expliquer, particulièrement à la nouvelle clientèle. C'est pour ça d'ailleurs que lors de la dernière année, mon équipe a modifié le processus d'accueil pour être en mesure de maximiser le nombre de fois qu'on va parler aux clients, nouveaux clients, pour être en mesure de lui expliquer cette fameuse plage une demi-heure. On ne pourra pas malheureusement la simplifier, on en a besoin pour la planification, mais on va tenter de mieux lui expliquer. D'ailleurs, lors de la dernière année, lorsqu'un client est admis, on lui parle une première fois, et lorsqu'il y a une réservation, lorsqu'il fait sa réservation, le commis le voit que c'est une première réservation, et on prend la peine encore de lui expliquer la fameuse plage. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place au cours de la dernière année. Concernant la carte aux puces, dès que vous montrez votre carte aux puces, si vous avez un titre hebdomadaire ou mensuel, elle est correcte et le chauffeur n'a pas à valider quoi que ce soit, il ne peut pas la valider, mais elle est correcte. Ceci dit, au processus au transport adapté, la façon que ça fonctionne, c'est que lorsque la carte de Opus
elle est transmise là, dans le processus d'opus la nuit. C'est là qu'elle est validée et le lendemain, c'est retranscrit sur la feuille de route. Donc, c'est la nuit que le processus se fait concernant la validation et l'information au chauffeur. Mais vous avez juste à montrer votre carte et votre carte, le chauffeur va l'accepter. Oui, mais je repose la question. Dans un avenir approché, je parle pas maintenant, est-ce que le système va pouvoir faire en sorte, aussitôt que la carte va être chargée, que ça va être... Non, ça peut pas. Malheureusement, au transport adapté, compte tenu qu'on fait affaire avec 1500 chauffeurs de taxi, on ne peut pas mettre de système à bord qui va valider les cartes. Pour l'instant, le processus, la technologie n'est pas là. C'est que vous montrez votre carte opus et nous, on se fie que votre carte est valide. De toute façon, comme je vous dis, 24 heures après, on va savoir avec notre système la nuit lorsque ça fait connexion. OK. Puis là, j'ai oublié de dire tantôt que je représentais le RUTA ce soir. D'accord. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Monsieur Carl Molson. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, oui. On était venu ici le mois passé du collectif contre la loi 62. On est revenu à cause qu'il y a un nouveau CA et aussi pour essayer de clarifier les réponses qu'on a eues. Si vous vous rappelez bien, on s'était dit que la loi 62 est une loi qui vise surtout des femmes de la communauté musulmane. C'est une loi raciste et sexiste, d'après nous. On a été très rassurés du fait que M. Tremblay, le mois passé, nous a dit qu'il n'y avait pas de question que les employés de la STM aillent à faire appliquer cette loi. Donc, une raison pour laquelle on est venu, c'est juste pour confirmer avec le nouveau CA, parce qu'on a trouvé ça bien, que ça soit le fait que les employés de la STM n'auront pas à appliquer cette loi. Et on veut aussi une clarification parce que M. Tremblay a dit ceci, M. Schnob a dit quelque chose presque le même mais un peu différent, qui est qu'on va attendre on va laisser les choses faire leur processus, mais pour le moment, c'est le statu quo. En ce moment, le Cour supérieur du Québec a mis cette loi en attente, mais ça pourrait théoriquement, d'ici quelques mois, être une loi validée. C'est à peu près certain que ça ne sera pas le cas, mais on espère que la STM va simplement dire que non, ce ne serait pas à vos employés de l'appliquer, point final. Donc, c'est ça ma première question. Est-ce que je vous donne la même réponse que le mois dernier. Pour les employés, c'est le statu quo. Il n'y a pas question que les employés demandent aux gens de s'identifier ou appliquent la loi d'aucune manière. C'est le message qui a été transmis aux employés, puis ça n'a pas changé. OK. Et juste pour qu'on se comprenne bien, ça, est-ce que c'est le cas point final ou est-ce que c'est le cas en attendant pour voir qu'est-ce qui se passe? C'est la situation actuelle. Pour le moment, les employés, le message est clair, c'est le statu quo. Et c'est le message qui a été transmis à tous les employés. Et pour ce qui est de l'avenir, on s'ajustera aux différentes évolutions, mais pour l'instant, il n'est pas question pour nous de s'embarquer dans ce débat-là et de demander aux employés de se préoccuper de ces questions-là. C'est clair pour nous et il n'y aura pas de changement. OK. Il n'y aura pas de changement ou il n'y aura pas de changement en attendant que des choses changent? Vous comprenez? Je comprends là où vous voulez m'amener, puis je ne veux pas y aller parce que ce que je vous dis, c'est la situation actuelle. Actuellement, le message est clair pour les employés. Les choses, on leur dit, il n'y a pas de changement, c'est le statu quo, vous n'avez pas appliqué cette loi-là. Point final. C'est très bien pour le moment. Qu'est-ce qu'on aimerait? Ce serait que la STM prenne position que peu importe qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux, dans les cours, la STM ne va pas demander à ses employés d'appliquer cette loi ou d'autres lois d'eux-mêmes, car c'est presque certain qu'ils vont continuer à venir avec des lois d'eux-mêmes,
même si ça passe pas dans les cours. Et à chaque fois, il y a une hausse de harcèlement dans les transports en commun et dans des lieux publics vis-à-vis des personnes visées, même si les lois sont pas appliquées. Ce serait une opportunité pour vous de comme mettre fin à ça juste en disant non, on l'applique pas, on l'appliquera pas. Est-ce que ça serait possible? En fait, je voudrais compléter la réponse que j'ai donnée le mois dernier, parce que je me rappelle effectivement très bien quand vous êtes venu nous voir. Même si ce n'est pas public, on fait actuellement beaucoup de représentations parce qu'il y a beaucoup de groupes de travail qui sont en train de se mettre en place pour étudier, même si elle a été suspendue, la loi pour le moment. Il y a beaucoup de monde qui ont été mis à contribution, puis on fait nos représentations aussi parce que, bien que c'est tout à fait noble ce que vous dites, puis on partage votre opinion, il reste que d'appliquer ça au quotidien pour nos chauffeurs, c'est complètement impossible. Donc, on ne peut pas leur demander d'utiliser leur jugement à ce moment-là dans une question de subjectivité totalement difficile à faire. Donc, on n'est pas dans ce mode-là, mais pas du tout. Donc, est-ce que ça va changer? Si jamais on changeait notre statu quo qu'on appelle, c'est parce qu'on pourrait faire quelque chose qui serait beaucoup plus facile à faire au niveau exploitation. On ne voit pas comment, de la manière que la loi est libellée, pour le moment, on va pouvoir faire ça. Ça, c'est pour le moment, on n'est pas là du tout. Okay. Donc, si je comprends bien, c'est à peu près la même chose que le mois passé. M. Schnob dit ça va peut-être changer. Je ne dis pas que ça va changer, les choses vont évoluer, on va s'adapter à l'évolution des choses, c'est ça que je dis. Okay. On fait beaucoup de représentations pour ne pas ne pas appliquer une telle loi parce qu'elle, comme vous le dites, elle est discriminatoire et en plus, au niveau opérationnel, on ne peut pas faire ça. C'est très difficile de faire ça. OK. Ma deuxième question, c'est encore une suite à la question que j'ai demandée le mois passé. Le mois passé, j'ai remarqué qu'il y avait un chauffeur d'autobus le 20 octobre qui a été devenu un peu un star des médias sociaux parce qu'il a fait une geste de solidarité envers des personnes qui manifestaient contre cette loi. D'après nous, c'est très bien. Ça rend les transports en commun plus sécuritaires et plus accessibles au monde si des employés font des gestes de solidarité envers des utilisateurs, des utilisatrices qui pourraient être stigmatisés. Par la suite, dans les médias, c'était dit peut-être cet chauffeur-là allait être discipliné. Vous m'aviez dit le mois passé que vous n'étiez pas au courant de ce cas-là, mais en tout cas que vous ne pourriez pas commenter des cas. Maintenant, c'est un mois plus tard, donc je ne vous demande pas de commenter le cas, mais j'imagine peut-être vous vous êtes renseigné. Donc, donc êtes-vous en mesure de dire qu'en général, des employés de la STM ne seraient pas sanctionnés, en général, pas ce cas en particulier, s'ils font des gestes de solidarité antiraciste avec des personnes visées par cette loi-là? Au contraire, je vais vous répondre de l'autre côté. De façon générale, on ne peut pas tolérer que nos employés fassent ce genre de représentation. Ce n'est pas le rôle d'un employé. On doit rester neutre par rapport à ça. Donc, si chacun de nos employés prenait position pour une cause qui décide d'épouser, vous comprendrez qu'au niveau opérationnel, on perdrait le contrôle relativement rapidement. Donc, ce qu'on demande à nos employés, statu quo, on ne peut pas appliquer cette loi-là, on reste neutre. On n'a pas à prendre parti. Ce n'est pas à nos employés de prendre parti par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain que c'est les orientations qu'on a données. OK, je veux juste finir en oui, là, ça fait plusieurs questions. Oui, vous en non, avez... c'est pas une question, c'est une suggestion, une réponse à la réponse. D'après moi, ceci n'est pas un enjeu comme les autres. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a une loi ou une charte ou quelque chose comme ça, de même qui se fait proposer, même si ça ne devient pas loi, il y a une hausse d'harcèlement envers certaines personnes, y inclus dans des utilisateurs, des utilisatrices surtout, des transports en commun. Enfin, les transports en commun deviennent moins sécuritaires chaque fois qu'il y a un débat de société, même si ça ne devient pas loi, qu'un employé prenne position en faveur des personnes stigmatisées. Pour moi, c'est pas mal différent que de dire n'importe qui peut prendre n'importe quelle position sur n'importe quoi. En tout respect, sans rentrer dans le cas de la personne en question, ce qui est arrivé, c'était au moment où il y avait une possible manifestation qui avait été planifiée sur des endroits où on avait des arrêts de bus. Vous comprendrez que c'est un sujet qui est quand même assez explosif. Si on demande à nos employés de faire valoir leur opinion pendant qu'ils font leur travail dans des situations où c'est déjà explosif, je pense qu'on peut mettre la sécurité de nos clients en danger. Donc, il n'y a aucunement une intention de permettre à nos employés de s'exprimer, ça ne leur appartient pas. À quelque part, c'est à la STM à faire les représentations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en occupe, mais on n'a pas à faire ça publiquement. Le rôle d'un chauffeur d'autobus, c'est de conduire l'autobus, c'est de donner un bon service à la clientèle et de ne pas prendre position sur toutes sortes de sujets qui peuvent arriver dans l'actualité. Merci.
Merci. Merci. Monsieur Julian Rodriguez. Monsieur Rodriguez. Ah. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je viens d'une bienvenue avec de nouveaux conseils dans l'administration de la STM. J'avais de bonnes chances avec votre prochain mandat. Merci. Je vais trouver des bonnes solutions pour ce réseau transport commun ici à Montréal. Excuse-moi. Donc, ma première question. J'ai regardé le lancement dans la fin août, mais le plan d'action, le STM pour améliorer le réseau. Quels besoins objectifs ont visé pour améliorer le réseau d'autobus? C'est une annonce qui indiquait avant une pleine révision entièrement tout le réseau dans les différents arrondissements ou les villes liées dans l'île de Montréal. Pour moi, je vais connaître une très bonne idée devant de certaines communautés. J'ai devant un défi pour accéder de certains lieux qui ont besoin dans local ou vers plus fond pour un secteur de générateur, l'emploi ou vers autre chose à besoin. En fait, cette révision-là qu'on a annoncée dans le plan stratégique va s'élaborer au cours des prochains mois. Puis c'est clair que ça va se faire à partir de consultations. On ne va pas décider ça entre nous, là, puis venir vous présenter le résultat après. Donc, on va se promener à travers la ville. On va créer tout un processus de consultation pour que les gens de tous les milieux, les clients bien sûr, mais aussi les employeurs, les commerçants, tous les gens qui ont une opinion sur la question viennent nous donner leur opinion, nous faire connaître leurs besoins. Alors, on va faire un exercice assez large pour prendre le pouls de tout le monde, puis ensuite, on pourra aussi arriver à des conclusions pour s'assurer qu'on dessert bien les zones et qu'on dessert bien tous ceux qui veulent se déplacer en transport collectif. C'est une très bonne idée, importante. Je vais viser une grande avance de réseau dans le 21e siècle. C'est très raisonnable. Donc, c'est pour ma deuxième question. C'est plus urgent maintenant. C'est la situation dans l'arrondissement sud-ouest. Regardez le changement de direction sur rue de Rose de Lima depuis mi-juillet. En cause certaines perturbations pour la reconstruction sur la rue Notre-Dame-Ouest, ligne 191 et 71. Avec ce changement d'essence, maintenant, tu vas trouver une solution optimiste pour la ligne 191 d'aller vers ouest et ligne 71 pour aller vers est et sud. Je demande la planification par la STM. Comment la STM et l'arrondissement sud-ouest vont trouver une bonne solution pour adapter cette situation? C'est le rouleau de Lima, c'est un changement permanent. Allez-y, M. Sauvé. Quel chapeau je mets? Je ne sais pas. Je suis l'élu du quartier de Rose de Lima et de Notre-Dame. Oui, donc, d'une part, c'est certain que la STM travaille pour trouver une solution d'optimisation directement avec l'arrondissement du Sud-Ouest et la direction de transport de la Ville de Montréal, parce qu'il y a quand même litige avant la dernière élection entre le maire Coderre et le positionnement de comment on allait aménager la rue Notre-Dame et la rue Rose de Lima. Donc, dans les plans, il y a 1 an et demi, on a dit qu'on allait aller juste vers le nord unidirectionnel sur la rue Rose de Lima. Le maire Coderre, dans l'époque, ne voulait pas ça, puis le directeur de transport de la Ville de Montréal ne voulait pas ça pour toutes sortes de raisons, incluant la STM, incluant toutes sortes d'autres raisons. Donc, présentement, on travaille le dossier encore. En fait, on était à conseil d'arrondissement juste hier soir dans le Sud-Ouest, puis on parlait justement du fait qu'on regarde les solutions, on fait d'autres analyses
D'autres comptages sont en cours et en privé et par le public. Donc, on travaille le dossier, mais c'est pas encore réglé encore. Comme vous pouvez imaginer, les gens dans le secteur qui habitent juste autour, la rue Workman, la rue de Lille, aiment ça, le fait qu'il y a moins peut-être d'autos dans leur rue. Mais pour le même temps, opérationnellement, pour l'STM, c'est un avantage d'avoir un autre aliment à deux sens. Fait que c'est un peu nœud à travailler encore. Donc, les partenaires des deux bords, de tous les bords, travaillent le dossier encore pour voir quelle est vraiment la solution optimale et pour l'STM, et pour la ville, et pour les résidents du secteur, et pour les commerçants du secteur. C'est pas facile. Oui, je dis n'est pas facile. Le fait d'utiliser la ligne 91 plus récente et je vois historiquement, si un autobus va utiliser l'avenue Atwater pour accéder à la rue Notre-Dame juste avant la reconstruction, c'est une proche impossible de tourner à droite. Mais après le changement de courbe, c'est possible maintenant. Oui, faire un autobus à tourner droite. Tout le long. Oui. Donc c'est possible par Atwater. La question c'est toujours la circulation. Moi, je suis utilisateur de cette même ligne d'autobus souvent aussi, et le 36. Fait que je comprends d'où vous venez avec ça. OK. Vous avez une bonne chance avec ça. Et vous avez un bon ambassadeur ici pour nous sensibiliser. Vous avez un bon ambassadeur ici maintenant pour nous sensibiliser à ces questions-là. Je vous remercie. Bonne soirée. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Article 1. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Monsieur Craig propose, appuyé par Marie-André Monger. Merci. L'article 1 est adopté. Article 2, le procès verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 8 novembre 2017. Je le propose, Monsieur le Président. J'appuie. L'article 2 est adopté. Article 3, adjuger des contrats à Gilmore Global et MP Reproduction pour la fourniture de divers documents imprimés pour la STM. Je le propose. Je l'appuie. Merci. L'article 3.1 est adopté. Article de la rubrique 4, 4.1 à 4.3. 4.1, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire au contrat pour le service de transport par taxi accessible pour les personnes handicapées, adjugé à l'Association de Taxi Diamond de Montréal, Taxi Hochelaga, 92 20 69 86 Québec, Taxi Para adapté et Rosemont Van adapté. 4.2, octroyer un contrat à SAP Canada pour le service de support et d'entretien SAP pour l'année 2018. 4.3, adjuger des contrats de service pour la disposition de matières résiduelles diverses à Recyclage Notre-Dame, RCI Environnement, une division de WM Québec Inc. et Beauregard Environnement. Je le propose. Et je l'appuie. Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont adoptés. Dans la rubrique 8, maintenant, 8.1, autoriser une modification au contrat de réfection du poste de district Snowden adjugé à Pomerleau. Je propose. Appuyé. L'article 8.1 est adopté. Rubrique 9, 9.1. Autoriser une augmentation de la réserve pour contingence au contrat de travaux de démolition et de reconstruction des façades du 2000 Berry adjugé à les entreprises QMD Inc. Alors, je le propose, Monsieur le Président. Et je l'appuie. L'article 9.1 est adopté. Rubrique 10, 10.1. Adopter le règlement R175 sur la gestion contractuelle. Proposé. Je l'appuie. L'article 10.1 est adopté. 10, rubrique 12, 12.1 et 12.1. Autoriser des modifications à l'offre d'achat et à l'acte de vente à intervenir avec Compagnie de chemin de fer canadien et Pacifique pour l'acquisition d'une parcelle de terrain dans le cadre du projet Vendôme. Je propose. Et j'appuie. L'article 12.1 est adopté. Rubrique 14, 14.1, adjuger un contrat à SSQ Groupe Financier pour la souscription d'une police d'assurance pour les régimes collectifs d'assurance vie, maladie, salaire et assurance soins dentaires pour les employés de la STM, membres du SCFP 2850 FTQ. Je propose. Et j'appuie. L'article 14.1 est adopté. Ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 6 décembre. Du 6, non, mais c'est écrit 7 février. Vous voyez comme je suis docile, je lis ce qui est écrit. Du 6 décembre, on se revoit le 7 février. Merci.